Bien, merci à toutes et à tous de votre présence. On attend encore un petit peu de monde, parce qu'il y avait beaucoup d'inscrits, 115 normalement. Voilà, mais peut-être que la chaleur fait que on redoute de venir dans Paris. Merci Mathias. Je te laisse peut-être la parole pour tes propos d'accueil. Bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir pour moi de vous accueillir chez MGEN pour la tenue de ce colloque. Merci beaucoup pour ton invitation. Enfin, réciproque du coup, puisque le colloque se tient chez MGEN et que tu m'as gentiment proposé de vous adresser quelques mots. Alors, de manière un peu plus sérieuse, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, vous avez choisi comme titre « Ensemble, rallumons les lumières ». Une phrase à l'impératif, parce que ça n'est un. Aujourd'hui, la pensée du monde se gouverne par tweet, par cri, par rapport de force. On bombarde, on annihile, on passe à autre chose en laissant tout en plan, les populations, les institutions comme l'économie. La recherche scientifique, ce serait, au dire de certains, une boîte noire qui complote contre l'humanité. Le progrès social, une liberté à financiariser. Le dialogue, l'altérité, la capacité à construire des consensus, balayés d'un revers de main, parce que personne ne veut plus débattre, mais tout le monde veut avoir raison. Alors que le fait religieux se consolide comme théologie dans certains pays, que la femme est réduite au statut d'objet en Afghanistan ou par les masculinistes MAGA, alors que dans un grand pays que sont les USA, des élus de la nation déposent un projet de loi qui veut autoriser à tuer les femmes qui avortent. Alors que le Sénégal, le Niger et d'autres pays encore accentuent la criminalisation de l'homosexualité, ce qui mène à de véritables pogroms dans les rues et dans les villages. Alors qu'on demande à la vérité d'être étayée par 1000 preuves et qu'on laisse le mensonge s'étendre et se propager sans se justifier. Oui, il est grand temps de rallumer les lumières, le souffle du rationnel, de la solidarité, en un mot, le respect de la vie humaine. Parce que c'est cela, les lumières, le respect de la vie humaine. Le respect par l'émancipation des individus, pour la recherche de leur liberté, pour la création des conditions de l'égalité, pour la solidarité, pour la fraternité et la sororité entre toutes et tous. Il n'y a qu'une seule humanité et plusieurs possibles pour trouver les voies du bonheur. Ensemble, rallumons les lumières pour en éclairer les chemins. Au nom de MGEN, je nous engage à tout mettre en œuvre pour faire se lever l'espoir et la force de la parole vraie. Je vous remercie. Cher Mathias, merci en tout cas de ton accueil, merci de ces propos et vous l'aurez compris en écoutant Mathias, oui, notre monde va mal. C'est pas d'aujourd'hui. Au CIRIEC, depuis près de 80 ans, nous travaillons sur les modèles économiques qui servent l'intérêt collectif, l'intérêt général, mais aujourd'hui, les problématiques sont autres, elles vont même beaucoup plus loin. J'ai beaucoup apprécié ce que vient de nous dire Mathias pour essayer de réveiller les consciences. Tout le monde n'a pas conscience, effectivement, que nous sommes dans un monde, comme je l'ai dit tout à l'heure à l'Assemblée générale, qui n'est pas un monde en transition, c'est un monde en quasi-bascule. Et l'enjeu, c'est qu'il ne bascule pas dans le mauvais sens. Voilà. Et donc, au CIRIEC, nous prenons vraiment à cœur aujourd'hui, avec notre collectif Galilée.sp, SP comme service public, nous prenons à cœur de travailler sur ces sujets pour essayer de construire de nouveaux récits qui mettent vraiment au cœur les modèles économiques qui servent l'intérêt général, qui mettent l'humain au cœur des modèles. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, d'autres aliénations sont en train de se mettre à l'œuvre. Il y a celle que Mathias vient d'indiquer, il y a aussi celles qui sont répandues par les réseaux sociaux, il y a celles qui proviennent de l'hyperconsommation, c'est-à-dire que tout le monde est coincé, est pris à la gorge. Donc,
effectivement, rallumons les lumières, et c'est la raison pour laquelle nous avons souhaité organiser ce colloque qui part d'un ouvrage que Galilée.sp a élaboré, et il sera présenté dans quelques instants. Voilà, donc c'est une première étape, il y en aura d'autres, et nous espérons que nous pourrons rallier d'autres organisations, le plus de monde possible, surtout que nous sommes déjà dans une campagne électorale, et donc il faut que nous puissions diffuser le plus largement possible cette volonté, ces idées en faveur de l'humanité, tout simplement. Je vous souhaite un très bon congrès. Colloque, et je passe la parole à Pascal Pérez qui va animer donc ce colloque. Merci Pascal, et je te laisse prendre la suite. Président. Merci Président. Alors, les deux présidents, on va commencer peut-être par le président qui est notre hôte ici, après ses propos voltairiens qui font chaud au cœur et qui nous donnent beaucoup d'énergie et de confiance, d'autant que nous sommes dans un endroit qui montre que finalement les idées ont de l'avenir, puisqu'on est en plein Paris, très bien accueillis, dans un immeuble très emblématique et dans une belle salle. Donc merci Président pour votre accueil et ses propos. Merci Alain Arnaud aussi pour ton leadership, pour le CERIEC et pour le Cercle Galilée, qui a rejoint donc le CERIEC et le Cercle Galilée. Juste quand même, il faut dire que c'est un groupe de hauts fonctionnaires, proches de l'État, qui réfléchit au service public et donc qui s'est mobilisé pour réaliser cet ouvrage qui va être le cœur de notre échange aujourd'hui. Avant de laisser la parole à Cécile Révogé, j'aimerais que les différents intervenants qui ont préparé leur intervention viennent sur ce podium. Et j'appelle Cécile pour qu'elle puisse nous faire un premier exposé qui nous replonge dans l'histoire des Lumières. Donc je vais présenter un petit peu Cécile, qui est professeure à Bordeaux, spécialiste des Lumières, qui a beaucoup écrit dans cet univers, ainsi que sur l'histoire de la franc-maçonnerie. Eh bien, Cécile, je vous laisse la parole. Cécile Révogé. Merci. Vous avez 20 minutes. Maximum. Je vous remercie. On va essayer de respecter. Est-ce que vous m'entendez là? Oui, ça marche bien. Bon, mais je vais quand même commencer par des remerciements, moi aussi. Donc, en particulier, donc Mathias Savignac, le président de la MGEN, qui a la gentillesse de nous accueillir aujourd'hui. Alain Arnaud, le président du CERIEC qu'on a entendu. Gilbert Deleuil, président de Galilée. Et également, donc, un petit mot aussi pour Timothée Duverger, qui est le président donc, du Conseil d'orientation du CERIEC. Et merci donc à Pascal Pérez qui anime ce colloque. Alors, je vais vous parler aujourd'hui des principes des Lumières qui me semblent essentiels et encore pertinents. Alors, les Lumières, elles sont naturellement européennes, vous le savez tous, elles sont nées aux Pays-Bas, avec Spinoza, elles sont nées en Angleterre, en Écosse, avec John Locke, David Hume, puis en France, bien sûr, avec des grands philosophes comme Montesquieu, Voltaire, Diderot. Mais elles ont touché un public quand même un peu plus large que celui des philosophes, même si il ne faut pas perdre de vue que en Angleterre, comme en France, 5% de la population seulement avait le droit de vote. Donc ce n'était pas beaucoup. Mais l'ouvrage « Rallumons les Lumières » vous expliquera tout cela très bien, puisque j'ai eu le plaisir de voir le PDF, à défaut de l'ouvrage encore, mais j'ai admiré ce PDF qui vraiment fait le tour du contexte économique, politique, changeant des Lumières. Donc, je ne vais pas vous parler de cela, puisque les auteurs vous en parleront, mais essayez donc de dégager tout simplement trois grands principes qui me semblent encore pertinents aujourd'hui. Alors, quels sont ces principes? Eh bien, tout d'abord, je parlerai de l'affranchissement de toute tutelle, de l'esprit critique, de la réflexion autonome. Dans un deuxième temps, de tout ce que je vais appeler émancipation politique, émancipation du citoyen, et dans un troisième temps, de l'émancipation
religieuse, c'est-à-dire qui va aboutir à la liberté absolue de conscience et à ce que l'on nomme aujourd'hui laïcité. Alors tout d'abord, l'affranchissement de toute tutelle. Vous savez, les Lumières vont substituer au concept de loi naturelle, qui était en fait la loi de Dieu, on pensait que c'était Dieu qui décidait de tout, celui de droit naturel. C'est-à-dire que les hommes ont la faculté de s'élever par eux-mêmes et ne sont pas sujets à la prédestination comme dans les siècles précédents. Ils ont un certain nombre de droits inaliénables, le droit de vivre, de se nourrir, le droit à la propriété. C'est ce que vont répéter à l'envi John Locke, Montesquieu, Rousseau, Voltaire. La raison guide désormais les hommes et non plus un principe transcendant. Les hommes, quand je dis les hommes, c'est au sens large, ce sont les femmes aussi, mais vous savez qu'elles avaient un espace quand même plus réduit à l'époque, hein, surtout dans l'espace public, on va dire. Voilà. Donc, les hommes au sens large sont encouragés à réfléchir par eux-mêmes plutôt que de croire à un dogme. Et le doute philosophique a toute sa place. Le doute philosophique, c'est ce qui va permettre justement de préférer la raison à la croyance aveugle. C'est ce qui va permettre aux uns et aux autres d'exercer leur jugement critique. On parle de l'esprit de géométrie. Le premier à en avoir parlé, bien sûr, c'est Blaise Pascal, mais Voltaire va reprendre cette approche et expliquer que point n'est besoin d'être mathématicien pour adopter une approche rationnelle du monde. L'esprit de géométrie, comme on dit à l'époque, c'est comprendre le monde, c'est-à-dire c'est le mesurer, l'observer, l'évaluer, et non pas se contenter d'une démarche tout à fait passive. C'est la soif de découverte, vous savez, du XVIIIe siècle. La soif de découverte qui va donner la Royal Society en Angleterre, cette société de recherche, cette société scientifique, et qui va donner aussi les nombreuses académies qui apparaissent tout au long du XVIIIe siècle, un petit peu partout en Europe. Donc, les hommes sont encouragés à penser par eux-mêmes et de grands philosophes comme John Locke, mais plus tard chez nous, Condorcet, vont insister sur les vertus de l'éducation. L'éducation est absolument nécessaire, mais éduquer, ce n'est pas simplement inculquer des connaissances aux enfants, c'est vraiment éduquer le sens critique. Voilà. Et tout enfant doit faire sa propre expérience. C'est ce que nous dit aussi John Locke dans ses Thoughts on Education. L'empirisme est à la base de tout. L'empirisme, ça veut dire tout simplement qu'on ne va pas se contenter d'un savoir livresque, mais qu'on va encourager les uns et les autres à faire leur expérience. Voilà, à faire leur expérience, à tester, à vérifier tout ce qu'ils avancent. C'est ce que dit Rousseau aussi dans l'Émile. Rousseau qui dit de très bonnes choses, sauf quand il parle de l'éducation des femmes. Hein. Il ne faut pas lire Sophie, il ne faut pas lire ce chapitre. Bon, alors on ne va pas en parler. Condorcet, qui fut le premier à prôner une éducation nationale. Et bien sûr, avec Kant, plus tard en Allemagne, nous allons avoir le fameux sapere aude, oser savoir, c'est-à-dire que les Lumières, c'est pour l'homme sortir d'une minorité, dit-il. Et le courage de te servir de ton propre entendement, sapere aude, telle est la devise des Lumières. C'est aussi l'esprit encyclopédique, c'est-à-dire qu'on va refuser de cloisonner les disciplines, on va refuser aussi de hiérarchiser ce qui seraient les arts plus nobles par rapport aux arts mécaniques, par rapport à la fabrication, aux inventions techniques. Voilà, tout cela, c'est ce qui va donner matière à l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Donc, cet esprit critique est vraiment essentiel. Je ne résiste pas au plaisir de vous donner quand même une petite citation pour comparer. Vous savez, il y avait à cette époque une encyclopédie qui était rédigée par les jésuites. C'était les Mémoires de Trévoux. Et puis, il y a eu donc cette encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Alors, je vous donne juste un exemple. Damnation, la damnation. Trévoux, les jésuites. C'est la peine éternelle de l'enfer qu'on a méritée. Diderot, peine éternelle de l'enfer. Point. Inestimable. Trévoux, le roi a dans son garde-meuble des richesses inestimables.
l'encyclopédie. On dit que le roi a dans ses garde-meubles des richesses inestimables en peinture et qu'elles y périssent sous la poussière. Huée, Trévoux. Quand on voit sortir quelqu'un d'un mauvais lieu, tout le monde le hue. Encyclopédie. On hue dans les rues un prêtre ou un moine qui sort d'un mauvais lieu. Voilà, c'est l'esprit critique de l'encyclopédie. Deuxième point, le rejet du despotisme, le rejet de... Voilà, et donc l'émancipation politique. John Locke nous explique que l'homme ne peut pas rester à l'état de nature parce qu'il doit faire face aux bêtes féroces, donc il faut bien qu'il se défende, qu'il s'organise en société. C'est ce qu'on appelle à l'époque le Commonwealth, c'est la société, tout simplement. Mais pour autant, nous dit John Locke, il ne doit pas renoncer à ses droits naturels, voilà, c'est-à-dire à sa liberté, au droit de propriété, au droit de vivre, de subsister. L'homme apprend à grandir, l'homme apprend et grandit au contact de son prochain, au contact des autres, et d'où cette idée de sociabilité qui est chère aux Lumières. Les Lumières ont été jalonnées par plusieurs révolutions, on le sait, plusieurs révolutions contre des systèmes politiques perçus comme despotiques. Tout d'abord, il y a eu la glorieuse révolution de 1688 qui, en Angleterre, a mis fin à la monarchie absolue de droit divin et a créé une monarchie parlementaire. C'était déjà un premier pas. C'est ce qui a donné lieu à l'existence de nombreux clubs en Angleterre, de loges maçonniques aussi, voilà, qui étaient des lieux de sociabilité. Ensuite, il y a eu la Révolution d'Amérique. Je vais à pas de géant, il y a eu d'autres révolutions, je ne vais pas vous parler de toutes. La Révolution d'Amérique, qui a été la réponse au despotisme de George III, qui voulait imposer des taxes, des impôts à des citoyens qui n'avaient pas le droit d'être représentés dans un parlement. C'était le No Taxation Without Representation. Voilà. Donc, et évidemment, la déclaration d'indépendance de 1776 était directement inspirée des Lumières avec ce droit au bonheur. Voltaire va s'insurger, bien sûr, contre tous les despotes, les tyrans. Il dit « Ces politiques et conquérants dont aucun siècle n'a manqué ne sont d'ordinaire que d'illustres méchants. C'est à celui qui domine sur les esprits par la force et la vérité, non à ceux qui font des esclaves par la violence. C'est à celui qui connaît l'univers, non à ceux qui le défigurent, que nous devons nos respects. » La Révolution française, ensuite, malgré, bien sûr, la terreur, malgré ses excès, a mis un terme à la monarchie absolue, à l'écrasement du peuple, à l'écart béant entre riches et pauvres. Ces apports majeurs ont été bien sûr la Déclaration des droits de l'homme 1789, mais aussi la première abolition de l'esclavage par l'abbé Grégoire et Robespierre en 1794. Troisième point, pour ne pas être trop longue, l'émancipation par rapport aux dogmes religieux et donc la tolérance, la liberté de conscience, ce qu'aujourd'hui on va appeler la laïcité. John Locke, dans sa lettre sur la tolérance, 1686, fut le premier à entamer un processus de sécularisation en Angleterre. C'est-à-dire que, à la suite de la Glorieuse Révolution, les anglicans vont émanciper partiellement les dissenters, c'est-à-dire tous les dissidents religieux protestants. Je dis partiellement parce qu'ils ne seront plus persécutés, mais ils n'auront pas de droits civiques pour autant. Il faudra attendre un siècle pour cela. Les catholiques sont un peu moins tolérés parce qu'ils sont associés à la monarchie de droit divin qui a été justement remplacée par la monarchie parlementaire. Bon, ils ne sont quand même pas persécutés. Les juifs sont tolérés, on va dire, un peu plus en Angleterre que dans certains pays, par exemple. Les dogmes religieux, les préceptes théologiques rigides sont rejetés au profit d'une religion latitudinaire. Alors latitudinaire, ça voulait dire simplement qui donnait toute latitude aux êtres humains de croire ce qu'ils voulaient finalement, qui n'étaient pas obligés de croire en la religion du roi de leur pays.
Donc, c'est effectivement, j'en ai parlé tout à l'heure, dans ce contexte que vont apparaître d'ailleurs les premières loges maçonniques en Angleterre. Et ce qui est important, c'est que les philosophes ont tous insisté sur cette liberté qui était tout à fait souhaitable. Montesquieu va comparer les religions, et au lieu de proclamer la supériorité d'une seule, il dit « Ce n'est point la multiplicité des religions qui a produit ces guerres, c'est l'esprit d'intolérance qui animait celles qui se croyaient dominantes. » Voyez. Il rejette le fanatisme. Il faut donc que les lois exigent de ces diverses religions non seulement qu'elles ne troublent pas l'État, mais aussi qu'elles ne se troublent pas entre elles. Voyez, il insistait vraiment sur la tolérance qui était nécessaire d'une religion à l'autre, justement, au lieu qu'elle se fasse la guerre. Et Voltaire, lui aussi admire l'Angleterre, bien sûr, dans ses lettres philosophiques. Et vous connaissez sans doute cette célèbre citation, « S'il n'y avait en Angleterre qu'une religion, le despotisme serait à craindre. S'il y en avait deux, elles se couperaient la gorge. Mais il y en a 30 et elles vivent en paix, heureuses. » Voltaire ne se contente pas de prôner la diversité, la tolérance religieuse. Vous savez qu'il va s'impliquer directement à la suite de l'affaire Calas, puisque l'affaire Calas en 1762, vous en avez tous entendu parler, peut-être que vous avez un petit peu oublié de quoi il s'agissait. C'était tout simplement un père protestant qui avait été accusé d'avoir tué son fils parce qu'il voulait se convertir au catholicisme. Bien sûr, il n'y avait aucune preuve. En fait, le fils, il s'est avéré qu'il s'était suicidé et qu'il n'avait donc évidemment pas été tué par le père, mais Calas a quand même terminé sur le bûcher, c'est-à-dire qu'il a d'abord été roué de coups et qu'ensuite il a été brûlé en 1762. Eh bien, un an après, en 1763, Voltaire écrit le traité sur la tolérance à l'occasion de la mort de Jean Calas. Et il parvient à le faire réhabiliter. Voilà. Donc notre philosophe n'était pas uniquement éthéré, c'était aussi un militant. Voilà. Et en 1764, effectivement, le Conseil du roi a cassé le jugement de Toulouse. Et le 9 mars 1765, Jean Calas a été réhabilité à l'unanimité. Alors, eh bien, il est temps de conclure, je pense. Vous allez me poser des questions si vous... Rallumer les lumières aujourd'hui, c'est retrouver notre esprit critique, bousculer les préjugés, faire preuve d'imagination et d'inventivité, de même que les Lumières avaient cette soif de connaissance et encourageaient les êtres humains à se perfectionner, à étudier, à connaître avant de parler. Rallumer les Lumières, c'est être véritablement universaliste, ne pas s'enfermer dans des identités cloisonnées, étanches, construire des ponts, être citoyen du monde, tel était l'idéal des Lumières. Et peut-être est-ce encore une boussole qu'il convient de garder. Voilà. Bravo pour cette ponctualité. Vous nous avez fait vivre dans un monde parfait. Ça, c'est bien. Et finalement, ça me donne le sentiment, j'ai l'impression qu'il doit être partagé par tous, y compris par notre hôte qui nous a accueillis. C'est que finalement, nous nous sentons, non pas... nous nous sentons assiégés aujourd'hui. Et même si au fond de nous-mêmes, nous partageons à 1000% cette belle histoire que vous avez su synthétiser en 20 minutes. Et donc, il faut sortir de son sentiment d'être assiégé pour être à nouveau volontaire. Et je crois que c'est l'objet de cette réunion. C'est rallumer les lumières, ça veut dire qu'en partant tout à l'heure, on aura moins le sentiment d'être dans un monde qui nous étrangle par l'intolérance, par les réseaux sociaux, mais qu'on sera porteur, avec les mots d'aujourd'hui, pour les gens que nous côtoyons, des propos de Cécile sur l'émancipation, la tolérance, la liberté, tout ce que tu as pu dire. J'ai envie de dire, etc., parce qu'il y a quand même une telle richesse de pensée que ça serait trop long de dire. Une question de réaction à Cécile, avant que nous passions avec Gilbert à la présentation de l'ouvrage, Gilbert Deleuil. Il y a des micros disponibles pour cela.
mais s'il n'y en a pas, nous passons directement à la présentation. Merci Cécile, prenez place. Donc Gilbert Deleuil, je vais me permettre de vous poser quelques questions. Vous voulez faire un exposé? Non, l'idée c'était que vous puissiez parler avec un micro très librement. Si vous avez un micro. En attendant, Gilbert Deleuil est préfet honoraire et je vais lui poser la question de savoir comment un haut fonctionnaire s'intéresse et pourquoi un haut fonctionnaire s'intéresse aux Lumières et qu'est-ce qui a conduit ses amis à produire cet ouvrage « Allumer les Lumières ». Et nous verrons dans un deuxième temps ce qu'il y a dedans. Merci, merci Pascal. Oui, alors pourquoi un haut fonctionnaire, qui plus est un haut fonctionnaire du ministère de l'Intérieur, nous sommes quelques-uns dans cette salle d'ailleurs, hein, s'intéresse-t-il aux Lumières? Bien, tout simplement parce que bon, j'ai la chance d'animer on va dire un think tank, hein, c'est un mot à la mode, un think tank opérationnel qui est constitué au départ de hauts fonctionnaires, de différents ministères. D'abord, ça a été créé au ministère des Finances, hein, tout seigneur, tout honneur. Hein, je rends hommage au ministère des Finances. Je le ferai qu'une fois. Il y a des fonctionnaires de l'intérieur, j'en ai parlé. Et il y a aussi des fonctionnaires de l'éducation nationale. Nous avons une éminente représentante là, qui vient d'arriver, et des fonctionnaires des collectivités territoriales, mais aussi des syndicalistes et des gens du secteur privé intéressés par le service public. Voilà. Galilée.sp comme service public, voilà en gros ce que c'est. Alors, comme tout fonctionnaire, nous nous rattachons à la tradition républicaine de notre pays. Hein, vous savez que c'est dans la Déclaration des droits de l'homme que finalement on trouve les premiers éléments du statut de la fonction publique qui allait advenir un siècle plus tard. Hein, c'est-à-dire que nous devons être égaux devant les offices publics. Hein. À l'époque, on parlait d'office public. Donc, c'est le principe d'égalité devant l'office public. Donc, là derrière, vous avez l'idée de concours, de ce qu'allait devenir la fonction publique qui s'est construite sur cette base-là. Et puis, notre autre héritage, c'est celui du CNR, hein, le Conseil national de la résistance, hein, qui a jeté les prémices du statut général de la fonction publique, et qui a porté haut les couleurs de l'action publique et du service public. Voilà. On se rattache à Galilée, on se rattache à cette tradition, donc quelque part on se rattache aux Lumières. Mais ce n'est pas la vraie raison pour laquelle on a souhaité rallumer les Lumières et produire cet ouvrage, qui est un ouvrage collectif. Hein. Nous sommes une dizaine ou une quinzaine à avoir contribué à ce travail. Bon, j'ai un peu participé à la coordination de l'ensemble. Pourquoi rallumons les Lumières du point de vue de Galilée? Bien, on est parti de la crise de l'action publique, de la crise du service public. Finalement aussi, qui conduit aussi à au constat d'une crise de la démocratie. Nous avions, il y a 11 ans, avec Catherine Gras, écrit un ouvrage sur la nouvelle philosophie de l'action publique. Hein. Et déjà, on s'inquiétait sur un certain nombre d'évolutions liées à des causes profondes, un changement un peu de culture, d'idéologie, qu'on pourrait résumer dans un terme, c'est l'emprise du néolibéralisme, hein, que nous avons vécu depuis Thatcher, Reagan, avec des imminences grises, Hayek, Milton Friedman, etc. Il y a eu un changement radical de paradigme, hein, pour reprendre un terme de mon ami Pierre, un changement radical de paradigme qui a fait que les économies se sont ouvertes. Il y a eu la mondialisation de l'économie.
on a créé l'OMC. Ça a été l'époque de la mondialisation heureuse. Alors, Ta présentation nous explique l'historique de cette motivation et nous explique aussi finalement le contexte qui percute aux fonctionnaires de voir les services publics attaqués ou stigmatisés, mais les services publics et la dépense publique, ça représente quand même plus de la moitié du PIB dans notre pays. Est-ce que c'est pas une préoccupation illégitime? ouais, ça fait partie, je veux dire, ça fait partie du problème, quoi. Si tu veux parler des déficits publics, de l'endettement public, il y a plusieurs façons de voir les choses, hein. De toute façon, ça se calcule, c'est un ratio, hein, c'est dépenses publiques sur produit intérieur brut, c'est dépenses sur richesse produite, en quelque sorte. Le constat que l'on peut faire, c'est que la richesse produite n'a pas été à la hauteur de nos espérances. Les richesses ont été produites dans les pays en développement, les pays émergents, en Chine, dans des pays comme ça, qui ont su produire de la valeur, qui ont accueilli des entreprises qui se sont délocalisées de chez nous. Et donc, il y a une fuite, de richesses. Et donc, malgré tout, nos politiques n'ont pas jugé utile ou nécessaire, quel qu'il soit d'ailleurs, hein, parce que depuis 1974, aucun budget n'a été voté en équilibre. Hein. Donc, quelle que soit la couleur politique, nos politiques n'ont pas su ajuster les dépenses à des recettes qui allaient quand même plutôt en diminuant, avec une croissance économique plutôt atone, et ce qui a causé ce déficit qui a été amplifié par des crises aussi, hein, il faut reconnaître. Je voudrais quand même si la réponse se tient, quand même revenir au fait que Gilbert Deleuil a écrit dans l'ouvrage un chapitre tout à fait passionnant qui ne rentre pas dans le détail des questions économiques qu'il vient d'évoquer, mais sur l'adversité qu'ont rencontré les Lumières. Alors évidemment, la critique que je viens d'émettre sur le fait que on se plaint du service public, mais enfin en France aussi, il y en a beaucoup qui se plaignent qu'il y en a peut-être trop et qui coûtent trop cher. Mais avant de revenir à cette ultime et à cette critique actuelle, est-ce que tu peux revenir sur le fait que les Lumières, ça n'a jamais été une affaire sans adversaire? Ah ben oui, depuis le départ, hein, Cécile pourrait le dire aussi bien que moi, depuis à la fin du XVIIIe siècle, les Lumières se sont trouvées confrontées à des ennemis, à commencer par, il y avait l'anglais Burke, qui était plutôt libéral, conservateur, enfin surtout en France, Joseph de Maistre. Il y a eu la Restauration. Bon, à la fin du XIXe siècle, ça a été le nationalisme, hein, le nationalisme français. Et puis après, bon, le 19e siècle, ça a été, alors là, on a tout connu, quoi, hein, le fascisme, le nazisme, le stalinisme, bon, etc., le maoïsme. Bon. Mais on avait cru surmonter ces adversaires-là. En 1945, déjà, on pensait avoir fait une bonne partie du chemin. On a créé l'ONU, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ça, c'est une belle victoire pour les Lumières. Bon, malheureusement, il y a eu la guerre froide. Bon, et lors de l'effondrement du mur de Berlin, ça y est, on a cru là ce qu'on s'est dit, ce coup-ci, ça y est, on y est, les Lumières triomphent, la démocratie va s'étendre sur l'ensemble de la planète. Ben, malheureusement, ça n'a pas été tout à fait le cas. Et aujourd'hui, les Lumières ont encore de nombreux ennemis, des ennemis à la fois anciens, des ennemis religieux, les intégrismes religieux comme l'islamisme, l'hindouisme radical, les évangéliques américains. Donc l'obscurantisme religieux qui est un peu à l'origine des Lumières. Hein, à l'époque, c'était le catholicisme qui était un peu l'ennemi. Là, aujourd'hui, on a encore des obscurantismes religieux, des États théocratiques. L'Iran, par exemple, est un État théocratique. Mais on a vu apparaître aussi de nouveaux obscurantismes. Alors là, on a un certain choix. Bon, certains considèrent que le wokisme, qui dans sa forme, intégriste, est une forme,
serait une forme d'obscurantisme par la récusation de l'universalisme, le racialisme dont le wokisme se réclame. Hein. Ça pose problème. Et puis, on a aussi deux autres catégories très contemporaines. D'une part, le national-populisme. Alors ici, en France, bon, hein, on a le problème du Rassemblement national. En Angleterre, bon, il y a le pendant. En Allemagne, on voit que ces partis souverainistes, nationaux populistes, ont plutôt le vent en poupe. C'est un peu le fruit que l'on récolte de 40 années de néolibéralisme. Hein, c'est que, bon, bah, sur le désenchantement que cela a créé, la misère sociale, toutes sortes de difficultés qui ont été, sur lesquelles surfent habilement les nationaux populistes. Et j'en viens à une nouvelle. Alors, donc, excuse-moi. Bon, je vais parler des nationaux populistes en général. Alors, il y a, depuis le Trumpisme, depuis l'arrivée de Trump au pouvoir, il y a le national-populisme trumpiste avec les MAGA, un théoricien, Steve Bannon, qui essaie d'exporter cette idéologie dans le monde entier. Mais on a aussi une pointe encore plus inquiétante, toujours aux États-Unis, ce sont les lumières sombres. Hein. Alors les lumières sombres, alors, eux, carrément, prennent le contre-pied, hein, pour le coup des lumières, voilà, frontalement. Et là-dedans, on a des gens comme Curtis Warvin, Peter Thiel, des gens qui, comment dirais-je, qu'on peut considérer comme, qu'on qualifie parfois de néo-réactionnaires, mais il y a aussi des gens qu'on qualifie de techno-fascistes ou techno-césaristes, comme Elon Musk, par exemple, serait un techno-césariste. Alors, la force sociale qui assure le maintien au pouvoir, qui a permis l'arrivée au pouvoir de Trump et de son maintien au pouvoir, c'est quand même le mouvement MAGA. Donc ça, c'est du national-populisme. Mais autour de ce nationaux-populisme, il y a ces lumières sombres extrêmement dangereuses qui tangentent avec le transhumanisme, l'eugénisme, ces choses-là, et pour lesquelles la démocratie est un ennemi. C'est quelque chose à abattre, et ils le disent clairement et nettement. Hein. Ils ne prennent pas de gants pour le dire. Alors, il y a tout de même dans ces débats des gens qui ont des arguments très sérieux. Autant l'humanisme a été le début, semble-t-il, du décollage économique de l'Europe et des États-Unis, autant aujourd'hui, en Californie, où naissent ces théories post-humanistes, anti-démocratie. C'est la terre de l'innovation. C'est la terre d'un certain progrès qui fait que chacun d'entre nous a accès à l'encyclopédie numérique à l'instant T, 24 heures sur 24. Donc, est-ce qu'il n'y a pas, au fond, dans une forme de nostalgie de l'humanisme qui correspond à une période de l'histoire où on était très peu nombreux sur la Terre, à une réalité d'aujourd'hui où on est 8 milliards et où finalement l'accès à la connaissance n'a jamais été aussi simple, mais évidemment, elle ne se passe pas dans des salons mondains parisiens ou londoniens. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une forme de... un peu comme des moines copistes qui regrettaient l'invention de l'imprimerie, à regretter une forme d'humanisme qui aujourd'hui a une autre forme, qui est l'accès à la connaissance de tous. Alors, les Lumières, de l'humanisme, de la Renaissance, ont toujours été pour le progrès. Comment dirais-je, c'est le progrès humain et matériel de l'humanité. La différence avec les techno-césaristes, ces gens-là, ces milliardaires de la Silicon Valley, c'est que c'est un progrès qui n'est d'abord dangereux, hein, avec le transhumanisme, l'eugénisme, bon, on frise avec le nazisme, hein, et c'est pas un progrès partagé, ce n'est pas un projet socialement partagé. On n'est pas dans la même logique. La logique des Lumières, c'est le progrès matériel et humain de l'humanité, mais de toute l'humanité, dans toutes ses composantes, de toutes ses couches sociales.
Moi, c'est là que la différence que je vois. Non, mais tout à fait, très brièvement. Je pense que l'esprit des Lumières, c'est vraiment cet esprit critique. Et le problème, moi, je le voyais quand j'animais des séminaires avec des étudiants ou quand je dirigeais quelques thèses, à l'époque, quelques travaux universitaires, ce n'était pas l'accès aux connaissances, puisque maintenant, c'est merveilleux. Ils peuvent avoir accès à presque toutes les sources, etc. Mais le problème, c'était de hiérarchiser ces sources et réellement de voir de qui émanait tel ou tel texte et d'arriver à prendre du recul. Et je crois que finalement, c'est peut-être beaucoup plus intéressant ce qu'ont à faire aujourd'hui les enseignants, les pédagogues, c'est vraiment leur apprendre à utiliser leur sens critique et à ne pas accepter comme vérité première tout ce qu'ils lisent. Ça, je crois que c'est vraiment essentiel. Et d'où, et je veux dire, l'IA, c'est merveilleux si on sait l'utiliser. Voilà, pour les étudiants. Je veux bien comprendre l'adhésion à ces valeurs. Maintenant, il y a aussi d'autres civilisations qui émergent. La Chine s'est éveillée. Et il y a bien dans l'humanisme, dans les Lumières, une dimension politique qui est le système de la démocratie, qui est aujourd'hui menacé, comme l'a dit Gilbert, par des courants puissamment financés et qui sont intellectuellement charpentés. Mais il y a aussi, en Chine, un pacte social qui fait que l'État donne à chacun une sécurité sociale, une avancée. En contrepartie, il ne donne pas la démocratie. Alors, est-ce que ce n'est pas un défi, ça, pour vous? La Chine, je préfère parler de debout, je suis plus à l'aise. Si vous voulez, d'abord, comme je disais tout à l'heure, la Chine a profité a profité de la mondialisation, de son admission à l'OMC. Elle s'est habilement insérée dans l'économie mondialisée et dans cette économie néolibérale dont on parlait tout à l'heure. Elle s'est super bien développée, etc. Mais et dans certains domaines, elle dépasse les États-Unis. Hein, en termes de recherche, de brevets, etc. Ils avancent très fort et les États-Unis craignent d'être dépassés. C'est l'une des raisons du Trumpisme, c'est d'essayer de voir comment les États-Unis peuvent ne pas se laisser dépasser par la Chine. Mais cela étant, le problème de la Chine, c'est que c'est les Ouïghours, c'est les Tibétains, c'est l'absence de démocratie, l'absence de toute de liberté pour les Chinois, l'absence de démocratie. Alors ils ont réussi à faire une belle économie prospère en important le capitalisme, une certaine forme de capitalisme chez eux. Je crois que c'est comment il s'appelle, Deng Xiaoping, excusez-moi, qui disait que qu'importe la couleur des chats, pourvu qu'ils attrapent les souris. Donc que le chat soit communiste ou capitaliste, ça importait peu. Ce qui était important, c'était de créer de la valeur économique, des emplois. Voilà, bravo la Chine, ils ont bien réussi de ce point de vue-là. Alors ils ont quand même une vieille civilisation, c'est un pays de vieille civilisation, la Chine, hein, on ne peut pas les traiter à la légère. Mais ils ne reconnaissent pas la démocratie, hein, et les libertés. Non, mais c'était forcément, hein, il y a un esprit critique, un esprit de tolérance dans nos discussions, mais on aurait tort de se replier trop sur nous-mêmes. Et d'ailleurs, Pierre Bobby, avec qui nous avons passé un moment au Palais du Peuple en Chine, montre qu'autour de cette table, on n'est pas enfermé dans un environnement franco-français qui se satisfait de sa magnifique histoire. Alors, Evelyne, qu'est-ce que vous voulez nous dire sur ce sujet? Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir et merci donc de m'avoir invité à ce colloque. Alors, je vais déjà commencer par une ou deux petites choses. D'abord, j'arrive tout juste de Marseille, où il fait encore plus chaud qu'ici, et c'est l'inverse de la semaine dernière, où on avait effectivement quelques degrés de moins à Marseille par rapport à la capitale. Donc, j'ai été invitée notamment par Gilbert, que je remercie,
pour avoir contribué à cet ouvrage donc, que tu as un petit peu présenté ou dévoilé tout à l'heure, sur un chapitre qui concerne plus particulièrement une notion finalement qui fait écho à ce que Cécile a présenté. Elle n'a pas utilisé le mot, mais j'avais le sentiment qu'il allait venir, qui est le mot de discernement. Et pour moi, c'est vraiment tout à fait en lien avec justement l'esprit des Lumières, mais l'esprit des Lumières aujourd'hui, où on est bombardé d'informations et de connaissances, où effectivement on a tous accès à la connaissance, mais ce n'est pas pour autant qu'on en fait quelque chose. C'est-à-dire que ce que donne, et c'était la deuxième information que je voulais vous donner, c'est que donc moi je ne suis pas fonctionnaire, ni haut fonctionnaire, ni fonctionnaire tout court, même si je suis passée par l'école normale supérieure, donc voilà, c'est une vieille histoire. Mais par contre, j'interviens plutôt dans le privé en tant que consultante, et aussi dans le public, mais donc dans tous les secteurs d'activité qu'on peut imaginer dans nos sociétés, que ce soit l'hôpital, l'entreprise, la banque, les startups, les ministères, les collectivités, les associations, enfin, c'est très large. Pour autant, les sujets, finalement, on les retrouve. Les sujets autour de cette question du raisonnement, du discernement, de qu'est-ce qu'on fait de l'information. Alors, dans l'ouvrage des Lumières, il y a toute une partie, il y a 4 parties, il y a 15 auteurs, enfin c'est un pavé, hein, c'est une somme, je vous conseille de le lire parce que c'est un très bel ouvrage. Et il y a une partie qui concerne justement le numérique, la révolution numérique, les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle. Donc il y a vraiment beaucoup, beaucoup de contenu. Et le chapitre que j'avais écrit il y a déjà, je sais pas, ça fait 2-3 ans qu'on travaille sur ce projet. Donc, en le relisant là un peu plus récemment, je me suis dit que finalement, ce que je développe auprès de, par exemple, j'interviens à l'APM auprès des dirigeants. L'APM, c'est Association pour le progrès du management, donc c'est des clubs d'entrepreneurs un petit peu partout en France et à l'étranger qui se réunissent pour se former. Alors justement, la question de la formation, de l'éducation, de l'accès à la connaissance, c'est aussi quelque chose qui traverse ces clubs. Et ils sont tous confrontés finalement aux mêmes problématiques dans un monde qui est effectivement très instable, qui secoue beaucoup, et puis où les crises s'accentuent, se rapprochent, etc. Ils sont finalement, en tout cas dans cette association, il y a une vocation un peu humaniste avec des valeurs assez proches de celles qu'on a décrites ici. Et moi, je m'interroge effectivement sur cette question de l'accès à la connaissance. Est-ce que c'est pour autant que ça va régler tous les problèmes? Est-ce que les solutions techniques, technologiques, etc., vont régler tous les problèmes auxquels on est confronté? Et c'est là qu'intervient cette notion du discernement. J'ai donc modélisé quelque chose autour de ça. Je me suis rendu compte que c'était un petit peu déjà dans le chapitre que j'ai écrit, qui est finalement le discernement. C'est pas juste je prends de l'information, je m'informe, je me forme, je vais chercher sur Internet ou dans des encyclopédies à avoir du savoir. C'est qu'est-ce que j'en fais. Et pour autant, je me suis dit qu'il y avait peut-être plusieurs étapes entre la manière dont je vais donc effectivement récupérer cette information ou ces informations, donc tout ce qui est autour du savoir, et ensuite comment je vais le confronter à plusieurs choses. Donc j'ai pour moi un peu identifié 3-4 étapes entre ce que je récupère comme information et comme savoir et ce que j'en fais. Donc le traitement de l'information, la compréhension, l'action ou la décision. Il y a une première étape, je pense, alors là, ça rejoint aussi le débat que nous avons depuis tout à l'heure sur ces questions des lumières et des valeurs. C'est comment je confronte ces informations, ce savoir, à mes valeurs, à mes croyances. La question des croyances est importante, à mes émotions. Donc comment je fais un peu un scan interne de qu'est-ce que ça me fait que de lire ces informations. Alors, je ne vous cache pas qu'en ce moment, je suis très éco-anxieuse, et c'est vrai que ces derniers temps ont accentué évidemment ce phénomène. Donc, je vais tout le temps chercher des informations, et je me rends compte de ce que ça fait comme dégâts émotionnellement, et même intellectuellement. Au bout d'un moment, ça brouille mon discernement. Donc, j'ai quand même besoin d'aller chercher cette information. Il y a une espèce d'addiction comme ça. Et dans le chapitre d'ailleurs du bouquin, de l'ouvrage, je décris un peu tous ces phénomènes d'être d'addiction à l'information, ou on ne veut pas louper une info, là, les faux mots fear of missing something ou quelque chose comme ça, je ne sais plus quel est l'acronyme, mais il y a un truc comme ça. Il y a eu des tas d'études qui ont mesuré ça, enfin toutes ces questions autour de l'information, ou au contraire des gens qui se mettent complètement à l'abri, qui ne veulent plus entendre parler de rien, ils disent c'est trop anxiogène, je ne veux plus écouter les infos, etc. Donc il y a tout ce rapport à l'information qui est très émotionnel. Donc il y a déjà ce première étape. Une fois que j'ai récupéré de l'information, c'est qu'est-ce que j'en fais, comment je scanne émotionnellement, et par rapport à mes valeurs, et par rapport à mes croyances, qu'est-ce que ça me fait. Et la deuxième étape, et Cécile l'a évoqué, c'est la sociabilité. C'est comment je vais partager mes doutes, mes réflexions, est-ce que j'arrive à débattre avec d'autres qui ne sont pas forcément d'accord avec moi, et toutes ces questions autour du débat contradictoire qu'on a un petit peu perdu, parce qu'avec les réseaux sociaux, on n'est plus dans le débat, on est dans les polémiques, on est dans le commentaire acerbe, dans la haine, etc. Donc, comment on arrive de nouveau à créer du débat. Je change un tout petit peu de sujet, mais il y a une émission que je trouvais formidable sur France Inter qui malheureusement s'arrête, qui s'appelle Le Grand Face à Face.
qui était donc tous les samedis à midi avec Gilles Finkelstein et Natacha Polony, animé par Thomas Megarov, qui est vraiment quelqu'un de très intéressant. Et justement, sur cet esprit des Lumières, il y a vraiment cette dimension-là qui est très, très puissante. Et il y a cette question du débat. Comment je débat avec d'autres, comment je confronte mes idées, et comment éventuellement ça me fait changer de point de vue. Moi, j'ai changé de point de vue sur... tu as parlé du wokisme. Moi, j'étais un petit peu... quand j'ai entendu parler de la manière dont, au niveau de Galilée, on parlait des woke et du wokisme, je n'avais pas forcément fait le distinguo entre les deux. Effectivement, dans woke, il y a l'idée de l'éveil, et donc c'est très proche de la notion des Lumières. Et dans le wokisme, il y a effectivement cette dérive intégriste un petit peu, qui au contraire est dans l'obscurantisme. Et donc c'est en relisant ça que je me dis, bon voilà, donc l'idée c'est qu'on peut débattre, on peut changer. Et ça c'est super intéressant. Et une fois qu'on a passé ces deux étapes du scan interne et de la discussion avec d'autres, du partage, la confrontation, du débat, là on va pouvoir traiter l'information, en faire vraiment quelque chose. C'est là qu'intervient donc ce discernement, c'est qu'est-ce que je fais de l'information. Je ne me contente pas d'être une chambre d'écho ou de répéter toujours les mêmes trucs en boucle, ou d'aller chercher un truc pour confirmer je ne sais pas quel biais, etc. Donc c'est vraiment se dire, voilà, l'information, elle va me servir à passer à l'action, donc à décider, à prioriser, à hiérarchiser. Là, j'ai renoté les mots dans ce qu'a dit Cécile tout à l'heure. Il y avait aussi la notion de comprendre, d'évaluer et de prioriser, effectivement, pour pouvoir ensuite faire quelque chose. Beaucoup d'entre nous... Exactement, c'est l'esprit critique. Beaucoup d'entre nous on était jeunes quand il n'y avait qu'une seule chaîne de télévision noir et blanc qui émettait entre 18h et 22h. Il n'y a d'ailleurs pas beaucoup de jeunes dans la salle. Donc à l'époque, on ne disait pas qu'il fallait rallumer les lumières. On était déjà bien content d'allumer la télévision. Mais aujourd'hui, comment on peut être anxieux alors qu'on a tellement de possibilités avec des tutos de faire beaucoup plus qu'avec une chaîne de télévision publique? Oui, ouvrez les yeux, fermez la télé. Oui, oui, il y avait déjà un mouvement anti-télévision. Est-ce qu'on n'est pas un peu dans une forme d'inquiétude qui fait écho à la peur millénariste qui était véhiculée par la chrétienté? Est-ce qu'on est quand même dans beaucoup de pays, en Asie notamment, les gens sont confiants dans l'avenir. Pourquoi nous, on n'est pas confiants dans l'avenir et on se casse la tête à s'interroger sur les bienfaits des outils techniques qui sont à notre disposition? Le discernement, j'ai l'impression que moi, je vois les petits-enfants, ils ont un discernement extraordinaire dans la manière dont ils vont gérer leur vie, alors que nous faisions un choix pour 20 ans ou pour 30 ans. Une question dans la salle. Enfin, une question dans la salle. Oui, j'ai une petite question. Quand je vois le titre « Pourquoi faut-il rallumer les lumières ?», en fait, je me demande si, plutôt que les rallumer, il ne faudrait pas les approfondir les approfondir en les critiquant. Parce que de ce que vous avez dit, effectivement, les lumières sont à l'origine de nombreux progrès, mais aussi du progrès technologique qui a conduit à des conséquences désastreuses au niveau environnemental. Du coup, plutôt que les rallumer, est-ce qu'il ne faudrait pas essayer de les dépasser? Est-ce qu'il ne faudrait pas justement aller au-delà en sachant que bien avant les Lumières, il y a certaines sociétés qui avaient déjà commencé à réfléchir par elles-mêmes? Est-ce que ce n'est pas aussi trop ethnocentré que de vouloir absolument revenir à cette période-là sans prendre en compte aussi tout ce qui potentiellement a été pensé auparavant? Je veux bien répondre, puis après je pense qu'il y aura d'autres réponses, mais j'ai un petit peu aussi, tout à l'heure, quand ça a démarré sur l'humanisme, je pense qu'il y a actuellement des sociologues, philosophes ou scientifiques, enfin, peu importe, qui justement, voilà, par rapport à ce que vous venez de dire sur l'ethnocentrisme, dépassent cet humanisme pour aller plus vers le vivant. Je sais qu'il y a dans cette assemblée d'ailleurs une personne qui fait partie d'un collectif que je trouve très intéressant qui s'appelle Nous sommes vivants. Et il y a notamment, alors je pense qu'il est sociologue ou philosophe, je ne sais plus, Baptiste Morisot, qui vient d'écrire un ouvrage
avec un autre auteur qui s'appelle Laurent Guéret, je crois, sur l'habitabilité. C'est-à-dire que si on continue comme ça à ne penser l'humanisme que par rapport à l'humanité, à l'être humain, de toute façon, ce n'est pas viable. Enfin, il y a un moment donné où, effectivement, il va falloir quand même se préoccuper. Et là, l'actualité est un peu brûlante, si je puis me permettre, par rapport à ces questions. Si on ne se préoccupe pas du vivant qui est en train vraiment de s'anéantir, de disparaître partout, là c'est accentué par la canicule, mais les phénomènes, ils sont là depuis plusieurs décennies, que ce soit la biodiversité, la pollution des sols, l'artificialisation, l'effet de serre, etc. Donc, effectivement, si on ne pense pas l'humanisme plutôt, je ne sais pas comment il faut l'appeler, mais l'humanisme du vivant, on en fait partie, on n'y arrivera pas. Enfin, c'est tout cela est vain. Enfin, j'ai vraiment envie de dire, là, ok, alors l'éco-anxiété, peut-être qu'on est trop anxieux, etc. en France, je ne sais pas. Mais là, ce qui est en train de se passer un peu partout, donc je trouve que cet auteur, la Baptiste Morisot, en disant que finalement, il y a peut-être une valeur cardinale à proposer qui permet justement que la dignité puisse être une valeur accessible à tous, à toute l'humanité, c'est l'habitabilité. Alors, j'aime pas le mot, je le trouve pas très beau, il faudrait peut-être en trouver un autre, mais ça dit ça, c'est-à-dire qu'on fait partie du vivant, et si on n'est pas dans une planète habitable, viable, ça serait pas suffisant, mais habitable, effectivement, tout le reste, c'est-à-dire la liberté, l'égalité et la dignité, ne peuvent pas avoir lieu. Donc oui, merci pour cette question, elle est fondamentale. Oui. Merci beaucoup. Oui, merci. Les Lumières, c'est pas un bloc figé. C'est un mouvement, une dynamique qui n'est jamais terminée. C'est celle de l'émancipation. Et l'émancipation, elle n'est jamais absolue, totale. C'est un mouvement, une dynamique. Et c'est pour ça que rallumer les Lumières aujourd'hui, c'est pas revenir au XVIIIe siècle. C'est important, l'éclairage historique et la rétrospective. Mais c'est regarder vers l'avenir comment les valeurs qui ont fondé le mouvement des Lumières demandent aujourd'hui à être fécondées, développées pour répondre aux enjeux d'aujourd'hui et de demain. C'est donc pas quelque chose de figé. Rallumons d'ailleurs le titre Ensemble rallumons, ça veut dire qu'on incite à une dynamique, à se situer dans une dynamique qui est l'inverse de revenir au passé, et pas seulement revenir au passé. Et ça m'amène peut-être rapidement par dire le point pour lequel je voulais commencer, c'est un point de rétrospective. Pour ma part, je suis né en 1943. Bon, c'est pas un secret, c'est pas un scoop. Ça veut dire à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et la bonne nouvelle, c'est que pendant 80 ans, ça a été la paix sur notre partie du continent européen. Alors, c'est aujourd'hui banalisé, c'est une évidence pour les jeunes, oui. Mais non, c'est la première fois dans l'histoire connue de l'humanité qu'il y a eu 80 ans de paix sur notre partie du territoire. Bon, et les Lumières, ils sont pour quelque chose dans cette réalité-là, parce qu'elles vont avoir débouché sur le keynésianisme, mais on voit bien qu'il y a un mouvement dynamique qui existe à partir de là. Alors, je continuerai d'autres points, mais... Non, tout à fait. Mais dire que, bon, là, j'ai été quand même rapide dans mon analyse des Lumières. Et bien entendu, il y a eu... tout n'était pas parfait. Tout n'était pas parfait. Quand on pense à quelqu'un comme Buffon, par exemple, qui était quand même... bon, qui pour les sciences naturelles a fait des découvertes extraordinaires, mais il n'empêche que c'était quelque part un raciste, puisqu'il opposait les... Bon, voilà, ça n'a pas été un homme très éclairé, même si c'était un homme des Lumières. Donc, voilà, j'ai pas... Bien sûr, il y a eu des... Tout n'était pas parfait, mais comme ça a été dit, c'est un esprit. C'est un esprit. C'était déjà une remise en cause de tous les dogmes, toutes les certitudes. Alors, par rapport à l'environnement, souvent, on me fait cette critique, on me dit, mais les Lumières n'y pensaient pas.
C'est pas ça. Mais je crois que les Lumières, bon, les problèmes n'étaient pas les mêmes déjà, hein. C'était un esprit de découverte, c'est-à-dire qu'il fallait pas, on ne disait pas qu'il fallait faire n'importe quoi et que l'homme devait absolument assujettir la nature à ses propres besoins. C'était pas ça. C'était simplement qu'il devait comprendre la nature et qu'il devait, oui, essayer d'améliorer la condition humaine. Alors c'était un petit peu ethnocentrique peut-être à l'époque. Bon, mais il faut voir d'où on venait aussi. Voilà, donc je crois que c'est essentiellement, oui, un esprit, mais les Lumières ne sont pas monolithiques. Et bien sûr, il y avait des hommes et des femmes plus ou moins éclairés à cette époque-là aussi. Donc c'est vraiment un esprit. Moi, j'aime bien l'idée d'esprit critique. Bien sûr, c'est le discernement aussi, mais l'esprit critique, c'est cela. C'est arriver justement à toujours remettre en cause des certitudes et à les analyser, à ne rien prendre pour acquis et à progresser ainsi petit à petit. Oui, voilà. D'accord, merci. J'ai juste pour rebondir, et après du coup, justement, vous avez parlé du wokisme. Est-ce que le wokisme, justement, c'est pas mettre la lumière sur les angles morts de, comment dire, de ces penseurs qui, à certains moments, étaient racistes, à certains moments, étaient homophobes? Je ne dis pas que les wokistes, pour certains d'entre eux, pour une minorité, ne sont pas, comment dire, favorables au dialogue. Mais justement, est-ce que toutes ces études postcoloniales, justement, ne viennent pas enrichir un débat qui est crucial? Et est-ce que jeter l'opprobre dessus, c'est pas finalement aller à l'encontre de ce principe d'esprit critique qui est au centre des Lumières? Bonsoir, merci beaucoup. C'était pour rebondir peut-être au sujet précédent, parce qu'on parle voilà, auprès des jeunes beaucoup de cette histoire d'éco-anxiété qui est vraiment pleinement d'actualité, hein. Et j'aime beaucoup ce qui a été dit plus tôt, rappeler en tout cas que les Lumières, c'est ça, regarder vers l'avenir. Moi, le sentiment que j'ai en vous écoutant, c'est que, en vérité, c'est juste que les luttes ont pris une forme différente. Voilà, si on devait vivre à l'époque des Lumières, ça devait être tout aussi intense, la lutte pour la liberté, l'égalité, avec une forte oppression. Aujourd'hui, c'est les enjeux climatiques et démocratiques. Peut-être si vous pouviez nous partager quelques conseils aussi pour rester éclairé, comme on le disait plus tôt. On parlait tout à l'heure du fait de faire attention aux informations, etc. Moi, en tant que jeune aussi, dans cette voilà, génération d'aujourd'hui, je m'interroge sur comment rester une lumière dans les espaces où on est, comment ça se traduit opérationnellement, hein, au-delà de tous les enjeux d'information qui a été évoqués. Merci. Oui, par rapport au wokisme, donc, comme le disait tout à l'heure Evelyne, dans l'ouvrage, nous prenons soin de faire un distinguo subtil entre le mouvement woke et le wokisme, un peu sur le modèle de l'islam et l'islamisme. C'est-à-dire que le woke, le mouvement woke, en anglais, je crois que ça veut dire l'éveil, hein, être éveillé. Bon, c'est très proche des Lumières. Et c'est vrai que dans les travaux qui ont été menés dans cet environnement du mouvement woke, il y a des choses très intéressantes sur la colonisation, par rapport au féminisme, par rapport au LGBT. Bon, mais si vous voulez, tant que ça reste cantonné à un domaine particulier d'études, ça ne pose pas tellement de problèmes. Encore que. Mais la question, c'est l'intersectionnalité des luttes. C'est-à-dire que si vous êtes, je sais pas moi, lesbienne, vous devez aussi, par ailleurs, être anticolonialiste, vous voyez,
écologiste, etc. etc. Non, et la notion par rapport à la race, le racialisme, on ne peut pas considérer que ce soit quelque chose de très bien, de très juste. C'est une forme, quelque part, c'est une forme de racisme. Et quelque part, ce n'est pas conforme à la valeur d'universalisme des Lumières. Et là, je reviens aussi aux propos qui étaient dans la question de la personne qui est au fond. Là. Comment dirais-je, les Lumières, c'est intemporel. Il y a le siècle des Lumières, il y a les hommes des Lumières du XVIIIe siècle. Et déjà, le XVIIIe siècle, c'est un peu caricatural, parce qu'en réalité, ça a un peu commencé à la fin du XVIIe, bon, ça a un peu continué après, mais les Lumières, pour moi, ce sont des valeurs. C'est le primat de la raison, c'est l'universalisme, c'est l'esprit critique, etc. Et ça, c'est intemporel. Et ça doit être, et ça nous permet d'être en phase avec toutes les problématiques d'aujourd'hui. On peut être avec ce logiciel-là, on peut parler d'écologie, on peut parler de tous les sujets contemporains. Rapidement, sur woke et wokisme, bon, je pense que être woke aux États-Unis, c'était au départ, effectivement, prendre conscience de certaines inégalités. Voilà. Que ce soit des inégalités sociales, des inégalités de genre, des inégalités ethniques. Donc, le diagnostic était intéressant, c'est vrai. Mais le problème, c'est l'ordonnance, le remède, si vous voulez. Parce que le remède, à mon avis, ce n'est pas isoler des problèmes, ce n'est pas isoler les communautés, mais c'est résoudre, c'est trouver des solutions ensemble. Et ce que je trouve, par exemple, affreux, ce sont certaines universités américaines qui interdisent, par exemple, à tous les hommes et toutes les femmes caucasiens, comme ils disent, donc blancs, d'assister aux cours ou de venir à l'université un jour par mois. Ou pas, si vous voulez, ça n'a pas de sens pour moi. Je trouve que c'est ça le wokisme, si vous voulez. Le wokisme, c'est ça. C'est finalement cloisonner, penser que les problèmes peuvent se résoudre par communauté au lieu de chercher une solution ensemble. Donc, c'est pour cela que c'est totalement à l'inverse de la démarche universaliste. Oui, je pense qu'il est ça. Comment rester éveillé aujourd'hui? Voilà. Et puis après, tu peux y aller. Je pense qu'il faut dépasser le débat sur le wokisme en reprenant la distinction entre l'éveil, qui est la continuité des Lumières, et cette théorisation bon, dépassons ça. Regardons comment l'esprit des Lumières, aujourd'hui, doit être mis en œuvre. Aujourd'hui, je disais tout à l'heure, je commençais 80 ans de paix. Aujourd'hui, c'est le retour des empires. Enfin, ouvrons les yeux un petit peu, restons pas simplement à faire de la rétrospective. Retour des empires. Alors, l'empire américain, on voit bien qu'il est engagé dans un processus de déclin relatif et complet. On voit bien l'Iran le montre. Et aujourd'hui, autour de Donald Trump II, c'est ce qu'il appelle lui-même l'hémisphère, mon hémisphère, dit-il, c'est-à-dire le repli sur les Amériques du Nord et du Sud, et donc pour en faire un bastion protégé de deuxième empire, la Chine, qui aujourd'hui est à l'offensive. Alors, pas de manière plus subtile, plus économique, plus financière, mais tout aussi dangereuse en la matière. Et puis, il y a bien sûr les restes de ce qui reste de l'ancien empire russe, dont on voit bien les difficultés croissantes qu'il a, mais on voit bien aussi naître d'autres empires, sur l'islamisme radical en particulier. Bon, c'est ça aujourd'hui notre monde dans lequel nous vivons, dans lequel il s'agit de
développer et redéployer la dynamique et l'esprit des Lumières. Et le point commun des empires, parce qu'il y a un point commun de ces empires, c'est que tous mettent en cause l'Europe, l'Union européenne. C'est ça leur point commun. Parce que, on le voit bien quand même, l'Europe, c'est un grand marché, c'est le plus grand marché du monde. Donc c'est intéressant pour tous les empires. Mais en même temps, l'Union européenne, c'est des obstacles à leur hégémonisme, des obstacles politiques, économiques, de régulation, et ainsi de suite. Donc, les empires convergent sur il faut abattre l'Union européenne. Quelque part, ça doit nous concerner, enfin, il me semble. Bon, parce que c'est quand même ça qui est en jeu. Et quel est le soubassement? C'est la haine de la démocratie. Alors, on a parlé tout à l'heure d'esprit critique, mais la haine et la disparition de la démocratie, c'est quand même ça le cœur de Peter Thiel, et ainsi de suite. Reprenons leurs écrits. La démocratie, c'est un obstacle pour eux. Et qui représente aujourd'hui l'esprit de la démocratie, avec tous les défauts que nous connaissons? C'est l'Europe qui aujourd'hui maintient ces valeurs-là. On a, dans ce qu'on a écrit, manifeste avec Gilbert en particulier, on parle de civilisation européenne, c'est-à-dire qu'existe une série de valeurs, les droits de l'homme et les droits de l'homme et de la femme, bien évidemment, mais l'état de droit et ainsi de suite, qui sont le cœur de la civilisation européenne, qui est aujourd'hui en cause. Ça veut dire qu'il faut défendre l'Europe, aujourd'hui, défendre l'Union européenne et redéployer la démocratie. Et la démocratie, c'est pas simplement on vote, ça on va le faire l'année prochaine, mais c'est la démocratie n'existe que si en amont des votes, il y a le débat public permanent, c'est-à-dire la pluralisme politique de l'information, du débat, et qu'on crée des instances, des lieux de débat démocratique, d'échange. C'est ça le cœur de l'enjeu. Et aujourd'hui, on voit bien que la situation en France ne va pas dans ce sens-là. On fige les débats et on les caricature. Voilà, je crois, l'esprit des Lumières, aujourd'hui, pour notre avenir, c'est de régénérer la démocratie. C'est un beau message programmatique. Tu veux réagir? Oui, non, c'était pour essayer de répondre à la question qui avait été posée par la dame. Comment finalement peut-on s'adresser aux jeunes générations? Que faire finalement? Et c'est vrai que j'ai eu l'occasion plusieurs fois d'intervenir dans des lycées récemment pour l'Union des familles laïques, par exemple. Et chaque fois, justement, s'est posé la question des libertés et de la laïcité. Parce que la laïcité, c'est peut-être le maître mot aujourd'hui. Et c'est une originalité qu'on a quand même en France, parce qu'on ne peut pas traduire ce mot en anglais. Il n'existe pas. Laïcité, ça ne veut rien dire. Secularism, c'est encore autre chose. Donc, la laïcité, c'est ça permettre, et c'est dire justement aux élèves des collèges, des lycées, qu'ils ont le droit, qu'ils sont libres de croire ce qu'ils veulent, que personne ne va les ennuyer, mais à condition qu'ils respectent les autres. Et ça a l'air d'être une évidence, et pour nous, ça l'est peut-être. Mais enfin, on a quand même eu Samuel Paty, on a quand même eu Dominique Bernard. On a trop de pas de vagues. Et non, quand il y a un problème, je crois qu'il faut le dire. Et surtout, essayer d'apprendre aux jeunes qu'ils doivent se respecter, que cet esprit, et c'est ça l'esprit des Lumières, c'est rejeter justement tout fanatisme, tout dogme qui nous menace. Oui. Donc, comme il a été dit en introduction, le mouvement des Lumières était un mouvement européen. Et donc, rallumer les lumières, est-ce qu'il ne faudrait pas prolonger le travail qui a été fait jusqu'à présent, mais cette fois-ci, non pas à l'intérieur de la France, mais avec
des intellectuels ou autres de toute l'Europe. Est-ce que Timothée peut tenter de répondre à cette question au travers de ton expérience internationale de l'économie sociale et solidaire? Oui, tu peux refaire la question parce que j'étais distrait, pour être tout à fait honnête. Donc la question qui nous est posée, c'est évidemment la dimension européenne des Lumières. Ouais. Et je me permets de la traduire dans ta spécialité, qui est l'économie sociale et solidaire, qui est par essence même très proche de la philosophie des Lumières, parce que même si les Lumières ont permis le capitalisme, elles ne se retrouvent pas dans les excès du capitalisme. En revanche, elle peut plus facilement se retrouver, c'est sans doute aussi la philosophie du Syriac, dans l'économie sociale et solidaire. Donc je sais que la question est compliquée, elle est difficile. Hein. Ouais, enfin, après, tu sais, quand on me pose une question, en général, moi j'ai appris qu'il fallait surtout donner la réponse qu'on voulait. Donc, je vais peut-être faire comme ça. Non, mais par rapport au débat là qu'on a, moi je pense effectivement le fond de l'affaire, et bon, Cécile y a beaucoup insisté, c'est cette question effectivement de l'esprit critique hein, qui est au cœur de cette philosophie des Lumières qu'il faut projeter. Hein, je rejoins aussi ce que dit Pierre, c'est-à-dire que toute pensée, à vrai dire, il ne faut pas la fossiliser. Hein, il ne faut pas en faire une affaire mémorielle en réalité. Il ne s'agit pas juste de célébrer un passé glorieux que l'on aurait perdu d'ailleurs et que l'on regretterait. Je crois que c'est ça aussi l'un des messages que l'on doit avoir, c'est-à-dire être dans une pensée du combat à certains égards. Je crois qu'effectivement, l'Europe a été à la manœuvre hein, d'un certain nombre d'idées. Après, c'est vrai qu'il faut faire attention, moi je pense, hein, sur ces sujets. Alors moi, c'est mon côté wokiste, hein, mais il en faut un. Mais même si je rejoins l'idée effectivement qui a été dit, le wokisme, si c'est la défense d'identité fermée dans une approche strictement communautaire, en fait, c'est juste voué à une impasse. Hein, et pour autant, le diagnostic est très juste, mais il faut peut-être le traiter différemment. Donc ça, je rejoins, mais néanmoins, faisons attention. Je pense que des pensées, c'est vrai qu'on a cette vision, les Lumières, l'Europe, derrière, ça plonge évidemment dans l'humanisme, la Renaissance, mais aussi du coup dans la Grèce ancienne, etc. Tout ça, c'est aussi un récit européen. Hein, voilà, c'est aussi un récit historique qui est aussi un récit des vainqueurs. Hein, l'histoire, elle est toujours écrite par les vainqueurs. Ça aussi, c'est une vieille leçon d'ailleurs de l'Antiquité. Et donc, je crois qu'il faut faire attention à ça et qu'il ne faut pas négliger le fait que cette pensée de l'émancipation, elle est ambivalente aussi à certains égards, y compris, d'ailleurs, ça a été dit sur le racisme. Tu as parlé de l'éducation des femmes chez Rousseau, etc. Donc, bien sûr, il faut se questionner aussi, me semble-t-il, là-dessus. En matière d'économie sociale, d'ailleurs, si on prend l'un des principaux théoricien de l'économie sociale, qui était Karl Polanyi, il disait il y a un double mouvement, il y a un mouvement de libéralisation d'un côté et il y a un mouvement de protection de la société de l'autre. C'était évidemment assez juste. De ce point de vue, d'ailleurs, l'économie sociale était plutôt du côté du mouvement de protection de la société, hein, du même côté d'une certaine façon que l'État, hein, ainsi. Et pour autant, ce n'est pas totalement satisfaisant parce qu'en réalité, ce mouvement-là de protection de la société, il a pu aboutir à occulter un certain nombre de discriminations et d'autres inégalités, notamment toute la question des rapports de genre, la question des rapports de race. C'est pour ça que d'ailleurs certaines théoriciennes féministes américaines, hein, bon c'est sûr, ont pu dire qu'il fallait insister sur un troisième mouvement qui est, et c'est intéressant, le mouvement de l'émancipation. C'est-à-dire qu'il y a la libéralisation, il y a la protection et l'émancipation. Et finalement, il ne peut pas y avoir réellement, enfin en tout cas on ne peut pas traiter que la protection. Voilà. Il faut aussi poser la question de l'émancipation parce que sinon, c'est ce qui se passe au XIXe siècle, c'est-à-dire qu'on enferme la femme en l'occurrence, puisque c'était de ça dont il s'agissait, dans l'espace domestique, hein, sous couvert d'une protection qui se construisait autour de l'ouvrier. Hein, blanc par ailleurs, au détriment d'ailleurs d'une expansion du capitalisme qui se faisait au détriment d'autres pays. Hein, voilà. Donc je pense qu'il faut avoir en tête quand même ces aspects-là. Hein, je crois que là-dessus, il faut aussi que cet universalisme que l'on défend intègre ces éléments critiques. De manière forte, je crois qu'on a une voie à trouver en réalité entre ces deux écueils d'une certaine façon, c'est-à-dire un universalisme qui négligerait finalement ces différences et à l'inverse une hypertrophisation finalement de ces différences qui aboutirait à faire s'effondrer finalement ce que nous avons en commun. Donc je crois que c'est ça en fait le chemin qui est le nôtre. Il me semble que ce dialogisme en réalité,
qui n'est pas une dialectique, qui est un dialogisme. Je ferai référence là à Edgar Morin, à cet égard. Ce dialogisme, il est au cœur effectivement de l'économie sociale. L'idée, c'est dans l'économie sociale précisément d'arriver à rassembler ce qui est épars, à rassembler les contraires. C'est cette idée-là qui est au cœur de l'économie sociale, puisqu'au fond, il s'agit à la fois finalement de défendre cette idée de l'émancipation et cette idée de la protection, cette idée de la liberté et cette idée de l'égalité. Il s'agit à la fois de défendre l'économie et le social. Voilà, je crois qu'on est toujours dans cette idée de l'alliance des contraires quelque part pour essayer de vivre ensemble. Voilà, c'est ça au fond qu'il y a derrière la philosophie de l'économie sociale. Et je crois que là, par rapport à la question des Lumières, c'est au cœur du sujet. Il y a quelques... D'ailleurs, tu étais présent. Il y avait un séminaire sur le sujet avec Thierry Pauchan, qui a fait un livre, qui dit, au fond, est-ce que l'économie sociale, vous savez qu'on en a un récit aussi de l'économie sociale, ce serait, d'ailleurs tu le connais aussi, ce serait Robert Owen, ce serait les pionniers de Rochdale en Angleterre, etc. Bon, ok, sauf qu'en fait, il n'y a pas que ça. Lui, il dit, mais en fait, est-ce que l'économie sociale, ce ne serait pas Adam Smith? C'est-à-dire que finalement, là où on dit, Adam Smith, c'est l'inventeur du libéralisme, lui, il dit, finalement, Adam Smith, c'est plutôt l'inventeur de l'économie sociale, c'est-à-dire d'une économie au service du social, au service de la société, au service des besoins de la société. Et d'ailleurs, il s'appuie pour cela sur des textes assez méconnus, qui emploient le terme d'économie sociale, s'agissant de la pensée d'Adam Smith, et notamment de textes de Condorcet, puisqu'il a été cité également. Enfin, donc je crois que là, il y a quelque chose, effectivement, une source à retrouver. D'ailleurs, il insiste, et je bouclerai la boucle de cette façon-là avec l'esprit critique, il insiste sur l'éducation chez Adam Smith, c'est-à-dire qu'il était très soucieux justement de l'éducation, de ce rôle de l'émancipation individuelle et collective. Et ça, je crois que ça doit être effectivement au cœur de l'économie sociale, qui ne doit pas être qu'une économie enseignée, c'est-à-dire on ne fait pas qu'enseigner l'économie sociale finalement. D'ailleurs, on revendique de le faire. On est à la MGEN se bat avec d'autres pour qu'il y ait des programmes sur l'économie sociale à l'école. Des programmes qui sont d'ailleurs très chiches en la matière. Si on prend le cas du lycée, Philippe Aghion, il y a quelques jours, a attaqué Alternatives économiques en disant qu'il avait remis de l'ordre dans les programmes scolaires, parce qu'avant, on enseignait Alternatives économiques et que heureusement, il est passé par là. Et donc, il est passé par là, en effet, et l'économie sociale et solidaire, elle est réduite à une parenthèse dans le programme de sciences économiques et sociales au lycée. C'est une simple parenthèse, à un moment donné, où on parle d'économie sociale et solidaire, alors que c'est juste ce qui a fondé, pour une bonne part, nos modèles de protection sociale. Mais bon, ça, c'est une parenthèse, voilà. Qui d'ailleurs est rattaché non pas au modèle de protection sociale, mais au mode d'entreprendre. Ce que je veux dire par là, c'est qu'au-delà de cette question de l'enseignement de l'économie sociale, il y a un enjeu à enseigner par l'économie sociale. C'est-à-dire faire en sorte, effectivement, de développer des modèles d'action collective, des modèles de savoir par la pratique, des modèles plus expérientiels par rapport à ce qui a été dit au début. Donc l'idée de pédagogie collective, active, ça je pense que c'est assez fondamental. Et donc le sujet des Lumières, en réalité, et pour finir là-dessus, c'est un sujet éducatif et c'est un sujet de mouvement social, en réalité. C'est-à-dire que c'est comment on arrive à redéployer des formes d'action collective qui soient des formes d'émancipation aussi par la pensée. Voilà, je crois que c'est ça, en fait, qui est devant nous. C'est ça le sujet que nous devons faire vivre et c'est là le rôle et la mission historique, sans doute, qu'a l'économie sociale aujourd'hui face aux lumières sombres que nous avons évoquées. J'ai envie de revenir et de marier les deux sujets, la dimension européenne et la dimension économique, sociale et solidaire, parce qu'elle n'allait pas de soi au terme de l'exposé de Gilbert, qui remettait en cause une forme de néolibéralisme, mais ce néolibéralisme, il n'est pas remis en cause partout en Europe. Bon. Oui, ta question est un... Je te remercie de ta question. Si vous voulez, ce qui ressort de nos discussions, c'est que les Lumières, elles sont nées en Europe. Elles sont nées en Europe dans le cadre d'un processus historique qui est très ancien, l'Antiquité grecque, la Renaissance, etc. Bon. Mais ce qui est intemporel, c'est un certain nombre de concepts. C'est la raison, c'est l'esprit critique, c'est l'émancipation, c'est voilà. Ça c'est intemporel. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de revisiter un certain nombre de sujets, comme le problème des empires, l'illibéralisme, tous les problèmes que rencontre la démocratie dans le monde, etc. On peut
on peut revisiter ça par rapport aux valeurs des Lumières qui sont intemporelles. Et par rapport à l'Europe, donc on a bien vu que ces Lumières étaient quand même nées en Europe, que les grands empires un an après l'Europe, hein, le rêve de Trump, c'est que l'Union européenne ne se fasse pas. Le rêve des Chinois, c'est également qu'il n'y ait jamais d'Europe vraiment unie, que l'Europe reste un grand marché de consommateurs et elle continue à acheter des produits chinois. Donc, on est à un moment critique, on est à un moment, où aussi bien on reçoit des coups de pied aux fesses, aussi bien des Américains, qu'on croyait être nos alliés, que d'un Poutine. Le Chinois, c'est autre chose. Les Chinois, ils procèdent différemment. Donc, c'est le moment ou jamais pour nous, Français et Européens, puisque c'est notre patrimoine culturel, les Lumières, hein, de les défendre et d'aller vers une Europe un peu plus, enfin, capable d'abord de se protéger de la rapacité des grands empires et essayer d'acquérir une certaine autonomie dans un certain nombre de domaines stratégiques. Moi, j'ai une expression là, que j'utilise de plus en plus, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, sur les grands sujets stratégiques, il n'y a pas de souveraineté en dehors de l'Union européenne, hein, d'une certaine Union européenne qui n'est pas celle qu'on a connue par le passé, mais une nouvelle Union européenne que nous appelons de nos voeux. Quand on voit par rapport aux droits de douane, par rapport aux GAFAM, l'intelligence artificielle, même sur les sujets de défense. Alors là, c'est un problème immédiat et crucial. Bon, donc en sauvant l'Europe, on sauvera, je pense, les Lumières. Et je pense que dans les autres pays, il y a quand même pas mal de gens qui sont intéressés à ce que les Lumières perdurent. Quand on voit ce qui se passe en Iran, par exemple, le combat que mènent les femmes iraniennes, qui est un combat contre l'obscurantisme, hein, contre le pire des obscurantismes qui soit, dans un pays où il n'y a pas de démocratie. Donc on voit que les Lumières ne sont pas spécifiquement un sujet européen, c'est parce que les Lumières sont universalistes, elles peuvent aussi servir à d'autres peuples. Alors, les Japonais, par exemple, l'ère Meiji au Japon, c'était un mouvement de lumière. Les Lumières, c'est pas uniquement un sujet ethnocentré, même si historiquement, c'est né en Europe. Mais bon, je crois que d'autres personnes ont demandé la parole, notamment Pierre. Juste un petit complément par rapport à ce que on débat. L'enjeu pour l'Europe, c'est pas de redevenir un empire. Les Européens 19e siècle, c'est eux qui ont fait les plus grands empires coloniaux dans le monde. Après les Lumières, d'ailleurs. Donc, pour montrer que les choses ne sont pas toujours oui-non. Hein, c'est beaucoup plus complexe que les caricatures. Mais en tout cas, l'enjeu pour l'Europe et ses valeurs, pour la civilisation européenne, c'est d'être un acteur d'une recomposition du monde qui soit non aligné par rapport aux empires, à tous les empires, actuels ou à venir. Non-alignement. Je lisais cet après-midi des informations sur mon téléphone qui relataient un accord entre l'Australie et le Vanuatu. L'accord qu'ils ont passé, c'est pas de base militaire étrangère sur notre continent. Mais c'est passionnant. Ça montre qu'il y a des attentes non impériales de ne pas être soumis aux empires qui existent partout dans le monde. Alors on pourrait développer cas par cas, mais là il y a un champ d'alliance possible, non pas pour refaire un empire européen, mais pour que les valeurs qui sont les nôtres contribuent à féconder un nouvel internationalisme.
s'achever après ces questions et un débat que j'espère riche. Alors, le micro. Ah, voilà, c'est parfait. Oui, bonsoir. Isabelle Vide-Blanchard. Je suis fondatrice du mouvement humaniste MUMA qu'on a créé en 2020. Et donc, nous avons lancé un certain nombre d'actions visant à promouvoir les valeurs de l'humanisme. Mais manifestement, on rencontre les mêmes difficultés que vous en regardant le nombre de personnes présentes, et on a les mêmes difficultés à faire venir les gens, alors qu'en fait, on défend effectivement des valeurs qui sont saines pour notre société à une époque où elle est largement menacée. En fait, vous avez, à juste titre, tout à l'heure, parlé de la nécessité de prise de conscience et qu'on ne pourra rien faire si les gens ne sont pas conscients que chacun d'entre nous a un rôle à jouer. Et donc la question est, comment fait-on pour que le plus grand nombre soit conscient ? La réponse, elle est beaucoup grâce aux technologies de l'information. Combien d'entre nous avons une page que l'on nourrit des idées du siècle des Lumières et du siècle d'aujourd'hui et du siècle à venir? Et combien il y a d'abonnés à ces pages-là? Bonne question. Merci pour cette question. Je veux bien commencer à répondre et puis après, il y aura sûrement d'autres réponses. Alors effectivement, cette question du nombre, on la retrouve partout. Alors tout à l'heure, Timothée parlait de l'économie sociale et solidaire. Moi, je suis aussi très investie dans des associations et je suis notamment administratrice d'une grande association à Marseille qui s'appelle la Cité des Transitions et dont la vocation est de réunir en fait et justement de faire ça, de faire nombre en mettant en lien toutes les structures, les acteurs du territoire qui développent et qui accélèrent ces transitions sociales et écologiques, donc en l'occurrence sur la ville de Marseille. Et on s'aperçoit qu'à chaque fois qu'on fait des grandes manifestations, des mobilisations de ceci, de cela, des ateliers, des rencontres, des festivals de l'écologie et tout ce qu'on veut, ben on est toujours, voilà, on a 120 inscrits, on a 60 personnes, ben c'est à peu près le seuil qu'on retrouve partout, sur tous les événements, y compris des conférences passionnantes, enfin des sujets vraiment de sensibilisation, de prise de conscience. Donc c'est très difficile. Alors, je n'ai pas la solution, c'est qu'effectivement, les réseaux sociaux peuvent aussi avoir cet aspect. Malheureusement, c'est souvent noyé dans des choses effectivement beaucoup plus néfastes. Je crois beaucoup effectivement à des actions un peu qui sont, comment dirais-je, qui sont symboliquement très fortes. Alors, c'est vrai qu'on a eu un petit débat là-dessus tout à l'heure, wokisme, woke, etc. Mais moi, je pense que les soulèvements de la terre, ce qui se passe sur les ZAD, etc., je trouve que c'est très important. Ils sont en train vraiment de proposer autre chose et de montrer quand même que c'est possible. Il y a quand même eu le Notre-Dame-des-Landes où ça a quand même marché. Bon, voilà. Sur la 69, malheureusement, ce n'est pas le cas. On verra. Ça passe au Conseil d'État maintenant, donc bon, c'est fait. Je n'ai pas suivi jusqu'au bout. Mais c'est rejeté. Ah. D'accord. Oui, ben, je n'avais pas l'info comme quoi. Donc, ah oui, d'accord, c'est pour ça que j'étais dans le train. Mais en tout cas, je pense que par des actions comme ça qui sont fortes, quoi, qui font qu'il faut du courage, il faut de l'engagement. Il y a des collectifs, donc je parlais tout à l'heure de Nous sommes vivants, qui visent à développer l'économie régénérative dans tous les secteurs de l'économie, donc pas seulement dans l'ESS, mais dans l'agriculture, dans plein de choses, etc. Donc il y a des choses qui bougent, mais malheureusement, est-ce que ça ira assez vite, assez loin, assez fort par rapport aux enjeux? Bon, en tout cas, merci d'avoir soulevé cette question auquel on est tous confrontés dans nos actions et dans nos engagements. Je ne sais pas qui veut répondre. Timothée, non? Mais moi, je pense que sur ces sujets, effectivement, il faut qu'on s'organise, mais il faut qu'on s'organise de manière un peu politique, enfin pas au sens partisan du terme, mais encore que, remarquez, il y aurait peut-être besoin en ce moment, mais en tout cas au sens politique, c'est-à-dire avec une vraie stratégie. Ce que je veux dire par là, c'est-à-dire on a été peut-être un peu dans un double écueil. C'est-à-dire d'un côté, effectivement, il y avait des forces sociales qui étaient isolées un peu dans leur propre couloir, et de l'autre, des partis qui, effectivement, sont extrêmement rabougris, on va dire, aujourd'hui. Et en fait, toutes les structures collectives se sont effondrées.
Hein, c'est aussi ça le fond de l'affaire. Toutes les structures collectives se sont effondrées. On le voit, hein, bon, chacun étant de son côté. Moi, je trouve que ce que je vois bouger de mon côté, ce que je trouve intéressant, à vrai dire, à certains égards, c'est déjà, bon, pour ce qui est de l'économie sociale et solidaire, qui est une alliance déjà assez large, à vrai dire, parce que ça regroupe quand même les associations, les coopératives, les mutuelles, les fondations, donc c'est quand même pas n'importe quoi l'affaire. Eh bien, ça commence à resserrer les rangs. Hein, je pense, dans un contexte où l'économie sociale et solidaire est attaquée, ça commence à resserrer les rangs. Je constate aussi que pendant longtemps, avec les syndicats de salariés, par exemple, les liens n'étaient pas spécialement étroits. Bon, je constate à l'inverse que récemment, au CESE, il y a eu une élection et une présidente du mouvement associatif qui a été élue avec les voix syndicales. C'est pas tout à fait neutre, c'est une manière de s'organiser. Je vois d'ailleurs que certains mouvements patronaux sont attaqués aujourd'hui sur la question de la représentativité parce qu'ils sont divisés, notamment les prises de position du MEDEF sur la question du Rassemblement national ou sur la question de la taxation. Hein, parce qu'au fond, bon, c'est un peu les riches se protègent, quoi, hein, à certains égards pour ce qui est de la taxe Zuckman. On voit que la CPME n'a pas voulu suivre. Et autres. Bon. Donc il me semble que face à ça, on voit que les syndicats patronaux type UDES, Impact France, d'une autre manière, sont en train de se mobiliser. Donc ça bouge en fait de tous les côtés. Si on regarde au niveau des médias, il y a quand même des réactions par rapport à Bolloré, par rapport à l'Empire Bolloré. Il y a des réactions qui ne s'organisent sans doute pas assez par ailleurs, alors qu'il y aurait un enjeu à peut-être essayer de travailler sur l'indépendance des médias, y compris d'ailleurs l'économie sociale pourrait avoir des propositions à faire là-dessus. Il y a des modèles qui sont impulsés. Bon, évidemment, moi je suis impliqué dans l'alternative économique. Bon, là c'est facile, c'est une SCOP, une coopérative, mais il y en a d'autres qui commencent à s'organiser de ce point de vue. Donc je pense qu'il y a un vrai sujet, et à un niveau, je dirais, organisationnel, hein, une vraie question politique à se poser, c'est comment on unit, et ce n'est pas une question gauche-droite, j'ai envie de dire, c'est comment on unit les forces démocratiques en réalité pour qu'elles se défendent. Et les forces démocratiques, c'est quoi? C'est effectivement ces espaces de liberté, c'est tout le monde éducatif, de l'éducation nationale, mais aussi de l'éducation populaire et au-delà. C'est effectivement toutes les forces sociales, syndicales, associatives, de l'économie sociale et solidaire. C'est les médias, ce que je disais, qui veulent défendre leur indépendance, et les journalistes qui aujourd'hui commencent à se réveiller, à se bouger. C'est toute la bataille culturelle que l'on peut mener autour de cela et au-delà. Hein. Je pense effectivement, on voit des romans, on voit des BD, on voit tout un tas de mouvements aussi culturels qui commencent à se développer autour de ces sujets. Je crois que c'est cette mise en mouvement-là, en fait, qu'il s'agit d'organiser aujourd'hui. Je crois qu'il faut qu'on prenne conscience, en réalité, qu'on a une force. C'est-à-dire qu'effectivement, là, on encaisse les coups parce que chacun est isolé dans son coin. Donc, je crois qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est comment on fait coopérer tout ce monde-là avec effectivement un plaidoyer commun, en réalité, mais bien au-delà, c'est-à-dire des actions communes. Je crois que c'est ça qui est devant nous, c'est comment on arrive à agir ensemble. Donc, ça va dans le sens de ce que tu disais, et il me semble que c'est ça le défi qui est devant nous, là, très immédiat, mais aussi, je dirais, au niveau international. Quand je vois effectivement qu'on avait le Forum mondial, et pardon d'être un peu long, mais j'ai peu parlé, qu'on avait le Forum mondial de l'économie sociale et solidaire en octobre dernier à Bordeaux, qui a réuni effectivement plus de 10 000 personnes autour de ces sujets-là. Je crois que là, on voit bien qu'on est une force. Et on voit que cette force, eh bien, elle a des effets. Quand je vois que le Brésil avait Bolsonaro, on espère que ça ne va pas retourner. N'empêche, le Brésil avait Bolsonaro, tentative de coup d'État. La Corée du Sud, qui était un régime démocratique récent, tentative de coup d'État. Dans les deux cas, d'ailleurs, ces régimes autoritaires ont fait la peau de l'économie sociale et solidaire sur un plan institutionnel. Eh bien, l'économie sociale et solidaire, elle s'est réorganisée au niveau des territoires. Elle a travaillé des alliances, notamment avec les forces syndicales et puis d'autres. Eh bien, derrière, il y a eu des retournements politiques. Les coups d'État ont échoué. La démocratie a été consolidée. Et l'économie sociale et solidaire a été soutenue. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'au niveau international, ça se pose exactement dans les mêmes termes. Voilà. Donc, je crois qu'il faut qu'on ait conscience de nos forces, effectivement, et que l'on fasse un peu mouvement. Je crois que c'est ça le véritable défi qui est devant nous. En complément de ce que tu dis, je crois qu'en même temps, il faut continuer à approfondir la mise en œuvre de l'esprit des Lumières. Alors, le livre « Allumons les lumières » va être disponible. C'est un outil pour continuer l'approfondissement. Et puis, le collectif Galilée continue à travailler. Parce qu'il ne suffit pas de les rallumer, il faut les mettre
en œuvre et une dynamique. Alors, avec Gilbert et quelques autres, on a commencé par faire un manifeste que vous avez eu à l'entrée, que vous pourrez prendre à la sortie, de toute façon, qui est une première esquisse d'un nouveau travail d'approfondissement sur lequel on sollicite vos contributions, parce que on est quelques-uns à essayer de travailler, d'animer la réflexion, mais on n'a pas la vérité, ça se saurait. Hein. Bon, et donc, c'est par la dynamique collective de réflexion et d'action, je complète bien sûr, qu'on peut essayer, je crois, de répondre aux défis du XXIe siècle, en regardant le passé comme outil, mais pas comme réponse, et en forgeant des réponses adaptées aux réalités d'aujourd'hui. Alors, toute contribution, vous avez à la fin de ce petit manifeste 2 adresses mail, celle de Gilbert et la mienne, pour recevoir toutes les contributions partielles, même limitées, mais qui permettront de développer et de préparer la prochaine étape de la réflexion. Oui, juste terminer là sur. On a eu 2 messages d'espoir, hein, celui de Timothée, celui de Pierre. Je voudrais simplement rajouter que il faut garder l'espoir, hein, espoir dans les Lumières. Sur le plan géopolitique, effectivement, on a pu percevoir des évolutions très favorables en Pologne, en Hongrie. On a les Anglais maintenant qui se demandent s'ils ne vont pas revenir en Europe. Donc, il ne faut pas désespérer. Hein, ne désespérons pas. Hein, défendons nos lumières, promouvons nos lumières, des lumières adaptées, bien sûr, au temps présent, et pour être plus efficace, si possible, au niveau européen. C'est notre tâche. Hein. Alors, voilà, c'est la tâche qui est devant nous. Comme les colibris, on apporte notre petite goutte d'eau et tous ensemble, nous éteindrons l'incendie. Jean-Louis, il te revient, en tant que délégué général du CIRIEC, de synthétiser les propos qui ont été tenus depuis 2 heures. Bon courage. Vous me demandez un exercice compliqué parce que vous avez été très bavard quand même. Bon, mais c'est très bien, très bien. Alors, juste pour vous le dire, cet ouvrage, normalement, devrait être prêt au mois de septembre. Donc, voilà. On va voir comment on le diffuse, mais il sera prêt au mois de septembre. Voilà. Alors, écoutez, c'était très intéressant et c'est vrai que Mathias Savignac a déjà mis le pied dans la porte, hein, pour pouvoir nous permettre de travailler ce soir, là. En particulier quand on dit qu'il faut qu'on défende le respect de la vie humaine par le retour des Lumières. C'était déjà un premier point et notre président nous a souligné combien il était important de réveiller les consciences dans un monde en bascule. Ensuite, Cécile Révauger nous a ouvert la porte encore plus grand en nous rappelant les principes, les 3 grands principes, l'affranchissement des tutelles, l'autonomie de l'individu, l'émancipation politique, et qui sont des principes de base, mais qu'on va retrouver après, puisque Evelyne nous a parlé ensuite du discernement aussi, hein, donc de cette question-là. Ce qui ressort quand même de tout ça, c'est que vous nous invitez vous invitez les hommes à penser par eux-mêmes, à avoir un esprit critique et à apprendre à l'utiliser pour rejeter tout despotisme. Alors, rallumer les lumières, c'est ce que vous disiez, retrouver l'esprit critique, encourager à se perfectionner, c'est universaliste et c'est ne pas s'enfermer dans des dogmes. 4 points que vous avez abordés assez clairement. Sur l'ouvrage, Gilbert Deleuil nous a rappelé un peu ce qui avait donné naissance à cet ouvrage, et en particulier quand il constate le retour des extrémistes et de l'obscurantisme, et qu'il nous indique que le travail de recherche a été motivé en partie par ces questions-là. Alors on est arrivé assez vite sur
d'autres points qui étaient importants de souligner, et en particulier en replaçant ça dans le contexte mondial actuel. Et vous avez souligné combien le climat mondial conduit à tenter de retrouver les Lumières et d'autres modes de relations entre les personnes pour pouvoir dépasser les empires, puisque vous avez parlé pas mal de cette question-là. Et c'est à ce moment-là que Evelyne Cohen-Lemoine nous a indiqué combien il était important d'avoir deux points importants, le discernement et la sociabilité. Et ça fait partie des axes sur lesquels il y aurait besoin aussi de travailler dans le cadre des Lumières. Alors, il y a une question qui portait sur le fait de rallumer ou d'approfondir les Lumières. Et là-dessus, Pierre Roby nous a rappelé que les Lumières sont une dynamique, celle de l'émancipation, et que c'était important de conserver cette dynamique et de la développer. Il a souligné son histoire propre quand il nous dit ça fait 80 ans qu'on n'a pas eu de guerre sur le continent européen, mais aujourd'hui, ce que nous avons à craindre, c'est le retour des empires, et nous constatons combien ces empires mettent en cause l'Europe et l'Union européenne, et ce qui est en devenir, c'est la haine de la démocratie. Ensuite, on a encore été un peu plus loin en se disant mais les Lumières, c'est l'esprit de la découverte. Et il est important de travailler sur l'esprit de la découverte. Et il faut être vigilant à la manière dont l'information nous est donnée aujourd'hui, parce que justement, ça empêche cet esprit de la découverte. Ça nous enferme non seulement dans des dogmes, mais dans des idées qui ne sont pas forcément dogmatiques, mais qui, au fil du temps, font qu'on ne réfléchit plus. On n'a plus la distance nécessaire pour pouvoir juger, pour pouvoir aller de l'avant. Alors, je vais pas revenir sur le débat sur le wokisme, puisque vous avez eu une petite partie là-dessus, mais bon, qui était importante. Par contre, ce qui est important, c'est quand vous dites que les Lumières sont des valeurs intemporelles, donc qui peuvent toucher notre société actuelle, puisque la question était de savoir si finalement vouloir retourner vouloir défendre les Lumières, c'était pas un peu passéiste, rester dans ce que le 19e siècle avait apporté. Et non, on voit que ce sont des valeurs intemporelles sur lesquelles il faut absolument qu'on travaille. Et puis ensuite, Timothée nous a parlé du rôle de l'économie sociale, et en nous disant qu'elle était destinée à rassembler ce qui était part et à faire des alliances pour mieux vivre ensemble. On a souligné un point aussi, alors qui est arrivé un peu à la fin, et c'est dommage parce que je pense que c'est un point essentiel, c'est l'importance de l'éducation dans l'élaboration de l'esprit critique, parce qu'on a beaucoup parlé de l'esprit critique, mais on n'a pas dit comment on le construisait, cet esprit critique, comment on l'entretenait. Et donc, on a parlé, mais vraiment à la fin, de l'importance de l'éducation. Et alors, je fais une minute de pub, je vous invite à regarder ce qu'est l'ESPER, parce que c'est une organisation, une association essentielle qui permet à des lycéens et des collégiens de découvrir ce qu'est l'économie sociale et du coup de pouvoir mettre en place les valeurs qui animent l'économie sociale. Donc, Timothée nous disait que l'approche de l'ESS permet de développer de nouvelles relations porteuses des Lumières, et son plaidoyer nous a invités à agir pour faire vivre les Lumières au travers et grâce à l'économie sociale et solidaire. Je finirai simplement en disant deux choses. Le premier, c'est que ce colloque, pour nous, il était important, et merci à Galilée SP de nous avoir permis de l'organiser, parce que c'est par le travail que vous avez fait que le Syriac aujourd'hui a pu, avec vous, organiser ce colloque, et la dimension qu'apporte Galilée au travail qui est fait depuis des années au sein du Syriac est importante, parce que cette dimension du service public et de
de toutes les réflexions que vous pouvez mener, doit nous permettre d'aller encore un peu plus loin dans l'avenir et d'organiser d'autres colloques, sans doute sur des thèmes proches de ça. Voilà. Je voudrais simplement, pour finir, remercier Mathias Savignac de nous avoir permis d'organiser cette soirée, remercier Pascal Pérez pour son animation, et puis remercier chacun des intervenants, si j'osais, je dirais qu'ils nous ont apporté des éclairages multiples sur les lumières. Voilà. J'ai dit. Vous êtes tous invités au cocktail qui se tient à côté.